Professeur Odile Launay, bonjour. Bonjour. Je me réjouis de vous recevoir. Vous êtes professeur en maladies infectieuses, membre du comité scientifique vaccin Covid-19 et coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur. Nous allons parler de l'épidémie, nous allons parler des vaccins contre le coronavirus, leur efficacité, empêche-t-il la transmission du virus? La vaccination empêchera-t-elle une troisième vague? Les Français veulent savoir. Professeur Launay, Covid-19, 11 022 nouveaux cas en France en 24 heures. Taux de positivité hier, 10,7% inchangé depuis 3 jours, après plusieurs semaines de repli. La réanimation, 3210 patients en réanimation, 175 décès hier. Le 15 décembre, mardi de la semaine prochaine, l'objectif fixé par le gouvernement est de 5000 nouveaux cas par jour pour lever les mesures de confinement. Est-ce que vous pensez qu'il sera atteint ? On est un peu inquiet aujourd'hui. C'est vrai que ça avait bien baissé. Et puis là, il y a une stagnation. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'avec la réouverture d'un certain nombre de commerces, avec finalement un nombre plus important de gens qui sortent, ça explique cette stagnation? Peut-être. En tous les cas, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant. Vous, les scientifiques, les médecins, les chercheurs, vous êtes inquiets? On est inquiet du fait que ça stagne, oui. Que ça stagne. Alors, une question que nous nous posons tous, professeur Launay. Devons-nous nous faire tester avant d'aller dans nos familles ou de recevoir nos familles pour Noël? Et tester quand? Alors, le test généralisé, ça va d'abord être difficile à faire et je ne suis pas sûre que ça ait un intérêt. Par contre, le test, si on a le moindre doute, c'est-à-dire si on a des signes, si on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif, ça me paraît vraiment indispensable. Sans doute, je vais partir dans ma famille, est-ce que c'est une bonne solution d'aller me faire tester? Quand? Je ne pense pas que ça soit nécessaire, parce que alors dans ces cas-là, il faut se tester tous les jours, puisqu'en fait, donc mon impression et mon avis, c'est qu'il faut être très très vigilant. Il faut vraiment prévenir son entourage, les cas contacts, si on est testé positif, et dans ces cas-là, se faire tester le plus vite possible. Faire des tests et un dépistage généralisé, ça peut être important si on veut dans un endroit donné où il y a plus de cas, essayer de limiter au maximum, mais sur le territoire national, je pense que ça va être vraiment difficile. Odile Launay, tout le monde pense à une troisième vague. Nous sommes embarqués dans la magie de Noël, c'est-à-dire que nous pensons déjà que l'épidémie est derrière nous. Bien souvent, malheureusement, le risque demeure. Les rassemblements entre amis et familiaux pour les fêtes, ce seront les moments les plus dangereux. Alors, les risques sont extrêmement importants. On le sait, on l'a vu avec Thanksgiving aux États-Unis ou encore au Canada récemment. Il y a un risque important. Il y a un risque pour les plus anciens, comme on le sait très bien. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut respecter les mesures barrières, il faut aérer les espaces clos, puisque c'est dans ces espaces clos que le virus se propage le plus. Et puis, il faut éviter les rassemblements trop nombreux, puisqu'évidemment, ça augmente le risque d'exposition. La troisième vague est inéluctable? On a de fortes chances d'avoir une troisième vague. En tous les cas, on se prépare pour une troisième vague. Et le vaccin risque de ne pas empêcher cette troisième vague, parce qu'on va avoir des doses de vaccins trop limitées au départ. Alors, on va beaucoup parler des vaccins, c'est votre spécialité. La troisième vague, donc, on l'aura? Non, on l'aura pas forcément. Ça dépend. Je pense que ça dépend de la façon dont les Français vont respecter les consignes qui leur sont données, et en particulier les consignes de ne pas se retrouver trop nombreux et de respecter les mesures barrières au moment de ces fêtes de fin d'année, qui sont évidemment des périodes où les gens aiment à se retrouver, ce qui est bien logique. Professeur Launay, le professeur Fischer a été choisi par le gouvernement pour conduire la campagne vaccinale. Est-ce un bon choix? Vous le connaissez très bien. Est-ce un bon choix? C'est un excellent choix. Je pense qu'on ne pouvait pas faire meilleur choix. Pourquoi? Il va venir en complément de la commission technique des vaccinations qui va fixer la politique de vaccination. Oui. Et lui, il va aider à mettre en place cette politique de vaccination et cette campagne de vaccination avec toutes les difficultés qu'on prévoit déjà, qui sont non seulement des difficultés en termes d'organisation pratique, avec des vaccins qui se gardent à moins 70 degrés, qui sont les difficultés liées à l'acceptation de ce vaccin par les Français, qui sont parmi ceux qui doutent le plus
des vaccins et essentiellement de leur sécurité. Et donc, on a vu comment Alain Fischer avait organisé la conférence citoyenne au moment de l'obligation du passage à 11 vaccins obligatoires chez l'enfant. Il a mené ça de façon remarquable et donc moi j'ai vraiment entièrement confiance dans la façon dont il va organiser cette campagne. Alors la campagne de vaccination en France commencera début janvier, peut-être fin décembre, mais probablement début janvier. Le 4, les résidents des EHPAD seront les premières personnes vaccinées. Probablement 2 vaccins dès janvier. L'américain-allemand ou l'américano-allemand Pfizer-BioNTech et l'américain Moderna, ensuite le britannique AstraZeneca. Le vaccin est-il une protection collective susceptible d'éviter une 3e vague ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces vaccins, en tous les cas pour ceux qui ont communiqué leurs résultats, on a encore pour l'instant pas de données scientifiques qui ont été soumises bien sûr aux autorités réglementaires pour les autorisations d'utilisation. Ce qu'on sait, c'est qu'ils protègent des formes symptomatiques du Covid et des formes graves. Donc ça, on a ces données-là. Ce qui manque encore, c'est leur capacité à protéger contre la protection. Mais fort à penser qu'il y aura une protection, mais pour l'instant, elle n'est pas démontrée. Donc l'objectif du vaccin, pour démarrer, c'est une protection, ce qu'on appelle individuelle. C'est-à-dire que les gens vont être vaccinés, ceux qui vont être vaccinés vont être protégés. Et donc, dans un deuxième temps, on va avoir ces données qui vont arriver sur la transmission. Je vais y revenir sur la campagne de vaccination. Pourquoi est-ce qu'on commence à vacciner les plus vulnérables dans les EHPAD ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça les protège. Mais on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission du virus. On ne le sait toujours pas, professeur Odile Launay. Je vais insister là-dessus. Mais est-ce que la vaccination changera le cours de l'épidémie ? Alors, le vaccin, dans un premier temps, va protéger ceux qui sont le plus à risque de faire des complications et des formes graves. Oui. Donc, le choix des EHPAD se fait parce que c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut, à la fois en termes de morbidité, de mortalité. La mortalité a été très élevée dans les EHPAD et on sait que le virus a également circulé de façon très intense. Il y a des données dans certaines EHPAD qui montent jusqu'à 60% des résidents qui ont des anticorps. Il y a eu vraiment une circulation absolument incroyable dans les EHPAD et ça continue, même si c'est assez inégal d'une EHPAD à un autre, ça continue. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de les protéger. Ensuite, on va élargir, avec l'arrivée des doses, on va élargir aux autres personnes très à risque. Et la HAS a communiqué sur la stratégie qu'elle recommande avec la vaccination des plus âgés, des personnes plus âgées et de celles qui ont des facteurs de risque. Là aussi, on sait que ce sont les personnes qui sont le plus à risque d'avoir des formes sévères et pour le coup, d'encombrer les hôpitaux et d'augmenter les personnes en réanimation, puisque finalement, les personnes des EHPAD, très peu d'entre elles ont accès à l'hôpital ou en tous les cas justifient d'être transférées à l'hôpital. Donc, seulement lorsqu'on pourra vacciner les personnes finalement plus âgées qui, elles, vont être hospitalisés et rentreront potentiellement en réanimation, on aura un impact sur donc le vaccin changera le cours de l'épidémie, pas avant l'été. J'espère qu'on aura assez de doses pour vacciner plus de personnes avant l'été. Ce qui est prévu, c'est que dès le mois de février, on puisse vacciner en dehors des EHPAD. Et puis mars, avril, mai, on va vacciner en masse la population française. Est-ce que la vaccination en masse va changer le cours de l'épidémie ? Alors, la vaccination en masse, elle est pour l'instant pas tout de suite. Elle va dépendre d'abord des données qu'on va avoir sur la sécurité du vaccin, ce qui est extrêmement important. Vous êtes inquiète à propos de la sécurité des vaccins ? Je ne suis pas inquiète spécifiquement. Vous connaissez les vaccins ? Oui, je ne suis pas inquiète spécifiquement, mais c'est un nouveau vaccin, c'est un nouveau virus, c'est un nouveau vaccin. Donc, il faut rester prudent. Il faut se donner toutes les capacités, toutes les possibilités d'avoir le maximum de données sur la sécurité de ces vaccins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur ces vaccins ? On a des essais qui ont impliqué 45 000 sujets pour Pfizer-BioNTech, 30 000 sujets pour Moderna, la moitié ont reçu le vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème particulier, mais on a un nombre de sujets finalement limité, même si ça paraît beaucoup quand on va vacciner en population, on va vacciner des millions de personnes, voire plus dans le monde entier. Et puis, on n'a pas encore tout de suite le recul, c'est-à-dire pas d'effet indésirable à court terme, mais
il faut être sûr qu'on n'aura pas de problème à plus long terme. Donc on a besoin absolument de ces données. Est-ce que le vaccin empêche la transmission du virus? Nous n'avons pas la réponse à cette question, Odile Launay. On n'a pas la réponse directement chez l'homme pour l'instant. Oui. Pour ça, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des essais d'efficacité en population, c'est-à-dire d'évaluer quand on vaccine une proportion assez large de la population, l'impact que ça a non seulement chez les vaccinés, chez les non-vaccinés. Donc ça, il va falloir un tout petit peu attendre pour ça. Mais on a des données indirectes qui sont les données chez l'animal, qui montrent que le vaccin est capable de stériliser l'infection. Donc à la fois sur les formes symptomatiques, mais aussi finalement sur le portage. Donc c'est prometteur, mais encore une fois, il faut rester prudent. On n'a pas ces données directement. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on n'a pas ces données, qu'on vaccine les personnes les plus vulnérables. J'y reviens, et qu'on ne vaccine pas les plus jeunes. D'ailleurs, on ne vaccine pas les moins de 18 ans. On ne vaccinera pas les moins de 18 ans. Pourquoi ? Alors, pour l'instant, on n'a pas les données chez les moins de 18 ans. Les essais ont inclus des enfants, enfin des jeunes à partir de 16 ans seulement. D'accord. Mais les Américains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire des essais, ils allaient conduire des essais chez les enfants. L'autre question, c'est de savoir si on va vacciner des gens qui sont finalement pas à risque de faire des formes graves, ou très peu à risque de faire des formes graves. Les enfants, on le sait, peuvent porter le virus, mais les décès chez les enfants sont exceptionnels, voire il n'y a pas de décès en dessous de 9 ans. Donc avant de partir sur une vaccination de toute la population, y compris chez les enfants, il faut qu'on ait un tout petit peu plus de recul par rapport à la sécurité de ce vaccin, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de réticence en France autour de la vaccination? Pays de Pasteur, pays qui a été habitué. Je me souviens du BCG, pour les plus anciens. Le BCG. La France a toujours été... Alors, de façon générale, le vaccin a toujours été à l'origine d'inquiétudes, de réticences. Pourquoi ? Parce que vous administrez, en plus par des piqûres, un médicament qui peut être là, c'est pas le cas, mais qui peut être un virus, et chez des gens qui sont en bonne santé. Donc, et en plus, souvent chez des nourrissons. Donc depuis toujours, la vaccination a posé des problèmes. La France, effectivement, est le pays où il y a le plus d'inquiétudes. Alors, c'est pas des anti-vaccinaux. Ces personnes, finalement, sont relativement peu nombreuses. Mais c'est des gens qui doutent. On parle d'hésitation vaccinale. C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse vacciner ? Parce qu'il y a des risques. Je ne suis pas persuadée des avantages, parce que ces maladies à prévention vaccinale, elles ont disparu. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me vaccine ou que je fasse vacciner mon enfant ? Là, avec le Covid, on est un petit peu différent. Le risque, on le voit. On a tous vu autour de nous des gens soit en réanimation, soit mourir de cette maladie. Donc, je pense que le risque, il est évident. Et donc, aujourd'hui, le problème principal, c'est les risques. Est-ce qu'on connaît vraiment les risques de ces nouveaux vaccins ? Odile Launay, oui, très bien. Justement, on est inquiet peut-être aussi parce que les nouveaux vaccins, les vaccins sont nouveaux. On ne les connaît pas. Il y a 2 vaccins qui arrivent sur le marché, Pfizer, BioNTech et Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire. Ce sont des morceaux d'ARN, si j'ai bien compris, qui pénètrent dans nos cellules, mais pas dans le noyau de nos cellules. Donc, pas de modification du génome. Alors, c'est des vaccins qu'on appelle des vaccins génétiques, qui en fait utilisent certaines formes génétiques de ces virus, donc pas le virus en entier, mais là, en l'occurrence, uniquement son ARN messager. L'ARN, c'est la particule, la molécule qui permet de faire fabriquer un certain nombre de molécules. Et là, ce qui a été utilisé, c'est cet ARN qui permet de fabriquer cette fameuse protéine S, cette protéine spike, cette protéine d'enveloppe du virus, qu'on connaît comme étant capable d'induire une réponse immunitaire protectrice. Pourquoi on sait ça ? Parce qu'avec les coronavirus précédents, le SARS et le MERS, on avait identifié que c'était cette protéine S qui permettait d'induire des anticorps protecteurs, mais aussi une immunité cellulaire. Donc cet ARN messager, on l'administre, elle est encapsulée dans une capsule faite de lipides qui permet de la protéger parce que c'est fragile, et qui permet aussi de fusionner cette particule dans laquelle on a mis l'ARN messager avec la cellule de la personne vaccinée. Et cet ARN va être libéré dans la cellule, va utiliser ce qu'on appelle le matériel génétique de la cellule et va produire cette protéine. L'ARN messager, il ne peut pas être intégré dans le noyau. Il est dégradé assez rapidement, mais il ne va pas modifier. Il n'entre pas dans le noyau. Il ne rentre pas dans le noyau, il n'intègre pas l'ADN. Il n'y aura pas de modification de l'ADN, du génome. Il ne modifiera pas notre matériel génétique et il ne sera pas transmis. Parce que c'est l'inquiétude, j'entends, j'ai lu partout. Il y a un risque énorme sur le terrain génétique. Beaucoup de gens brandissent ce risque comme étant un risque réel. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour dire que cet ARN est dégradé très rapidement. D'ailleurs, c'est une des problématiques qui fait qu'il faut le garder à moins 70 degrés parce qu'il est très fragile. Et donc, il va
être dégradé et il n'aura aucune capacité à rentrer dans le noyau. Le Sputnik V, qui est le vaccin russe, différent, hein? Alors, c'est ce qu'on appelle des vaccins vectorisés. Donc là, la méthodologie, c'est qu'on prend un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme, qui va être utilisé comme vecteur, et dans son génome, on insère le gène qui va coder pour cette fameuse protéine S. On est tous ces vaccins visent cette protéine S. Donc là, c'est pareil, une espèce de cheval de Troie qui va en fait apporter dans l'organisme l'immunisation contre cette l'immunisation. Bon, quels que soient les vaccins, je vais revenir sur les vaccins parce qu'il y a 237 projets de vaccins contre le coronavirus dans le monde. 237, c'est considérable. Je vais y revenir, mais quel que soit le vaccin, est-on certain qu'aucun effet secondaire grave n'est possible? On n'est jamais certain, puisque on n'est jamais certain. Tout au long du développement, on apporte vraiment une surveillance très très soigneuse sur ces effets indésirables, parce qu'évidemment c'est le nerf de la guerre. Avoir un vaccin efficace s'il a des effets indésirables, c'est même pas la peine d'y penser. Mais entre vacciner, on l'a dit tout à l'heure, 20 000 participants dans le cadre d'une phase 3 et passer à une vaccination en population générale où on va vacciner des centaines de millions de personnes dans le monde, eh bien on peut rater, on peut passer à côté d'effets indésirables qui seraient peu fréquents et qu'on n'aurait pas vu. Donc il faut absolument continuer à surveiller la sécurité de ces vaccins une fois qu'ils vont être utilisés. Professeur Odile Launay, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Tous les vaccins, parce que vous savez tellement mieux que moi, ont le même objectif, apprendre au système immunitaire de l'organisme à reconnaître et à fabriquer des anticorps, spécifiquement contre le SARS-CoV-2, le coronavirus, c'est bien cela. Hein? Alors, je regardais, il y a vaccin à virus inactivé, vaccin à vecteur viral, vaccin à vecteur viral répliquant, vaccin à vecteur viral non répliquant, vaccin à protéines, vaccin à sous-unité protéique, je continue la liste, vaccin à particules pseudo-virales, vaccin à matériel génétique, vaccin ADN, vaccin ARN. Alors, en fait, la vaccinologie fait appel à différentes technologies. Et là, dans le cadre du coronavirus, ne sachant pas quelle était finalement la technologie qui allait être la plus efficace, les recherches ont utilisé toutes les technologies qui étaient déjà disponibles. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour les maladies infectieuses émergentes, ce qui est le cas du coronavirus, 2 technologies principales avaient été identifiées avant même le coronavirus, qui étaient ces fameux vaccins ARN messagers. Ça fait plus de 10 ans que les chercheurs travaillent sur ces ARN messagers dans d'autres applications. Et Moderna et CureVac en particulier travaillent sur ces... CureVac, c'est chinois. Hein? Non, CureVac, c'est allemand aussi. Allemand aussi, oui. Voilà. Moderna, donc CureVac, ça, c'était vraiment des vaccins qui ont été identifiés. On a vu, par exemple, que Moderna, 2 jours après la transmission du génome, avait déjà fait leur construction et moins de 2 mois après, ont commencé les essais cliniques. Donc ça a été vraiment identifié pour pouvoir très vite partir sur des développements cliniques. Les vaccins vectorisés, eux aussi, on utilise un vecteur qui est assez bien connu, dont on connaît à la fois les capacités de réponse immunitaire et la sécurité, et on va l'adapter, ce vecteur, en fonction de l'agent infectieux émergent. Ce qui explique qu'on a eu d'abord les vaccins ARN et ensuite très vite les vaccins vectorisés avec le fameux vaccin d'Oxford développé maintenant par AstraZeneca. C'est pour ça que c'est les plus rapidement j'ai compris. Disponible. Maintenant, j'ai compris, enfin, professeur Odile Launay. Et la vaccination contre la tuberculose, le BCG, on dit, vous êtes en train de conduire des études, au niveau, vous en France et au niveau mondial, sur le BCG, l'efficacité possible de la vaccination contre la tuberculose pour combattre le coronavirus. Alors là, c'est une autre approche. En fait, le BCG est un vaccin vivant. Et qui a montré qu'il pouvait stimuler ce qu'on appelle l'immunité innée. Donc c'est pas une immunité spécifique qu'on va développer contre le coronavirus, mais c'est l'idée de pouvoir augmenter la réponse immunitaire innée, non spécifique, vis-à-vis des virus en général. Alors ça a été montré chez les enfants, que le BCG protège contre d'autres maladies infectieuses. Ça a été montré aussi chez les sujets plus âgés, où il a été montré que lorsqu'on les vaccinait contre le BCG, ils étaient protégés contre d'autres infections virales respiratoires. Et donc l'hypothèse là, en attendant d'avoir un vaccin coronavirus, c'était de voir si on pouvait protéger et limiter les formes sévères de ces infections. Vous attendez les résultats quand ? On espère avoir des résultats au cours de l'année 2021, peut-être à la fin du premier semestre. Bientôt un spray, dernière question, un spray anti-Covid, j'ai vu. Vous avez vu ça ? Alors un spray anti-Covid,
pourquoi pas. Une approche qui est intéressante, peut-être pas tout à fait le spray anti-Covid, c'est les vaccins administrés par voie muqueuse ou par voie nasale. On connaît avec la grippe l'intérêt de cette vaccination parce que ça permet d'induire au niveau du tractus respiratoire une immunité muqueuse, donc qui va directement cibler le virus lorsqu'il arrive dans l'organisme par voie nasale. Donc ça, il y a des approches aussi par rapport à ça qui pourraient être intéressantes. Merci beaucoup. On avait besoin, et on a besoin de vos explications et de votre savoir, professeur Odile Lenné. Merci. RMC et BFM TV, 8h54.